Comme je ne sais pas me servir de la technologie, aucunement, je ne suis pas du tout de la génération dont vous avez parlé, dont je ne sais même pas consulter Internet, dont je ne sais même pas comment s'organise cette remise de prix. Je ne sais pas non plus taper à la machine. Je n'ai donc pas de texte, je dicte. Je suis un vieil Africain qui dicte des récits d'autrefois. Et ce livre que vous avez évoqué, ce n'était pas mon intention, c'est mon association qui souhaitait avoir une archive. Alors je suis très touché que cette archive reçoit un prix d'éthique, parce que d'emblée, la question du sida a été pour moi une question éthique. Et je suis heureux que ce prix soit remis par une historienne que je respecte autant que Michel Perrault, dont j'ai lu pratiquement toute l'œuvre et avec qui j'ai milité, je peux dire, au Conseil national du sida. Et je suis content aussi que ce prix boucle une histoire commencée il y a très très longtemps, quand Emmanuel Hirsch était producteur de radio, qu'il était un des premiers à s'intéresser à l'activité qu'il trouvait novatrice de l'association Aide. Et surtout, une chose qui m'a beaucoup ému, c'est qu'il avait rejoint une association concurrente de Aide. Et cette association concurrente de Aide, dont il a été président, vous en êtes peut-être même encore président d'honneur, c'était l'association Arcade Sida. Et l'association concurrente souhaitait une histoire, leur histoire, je crois, et ils avaient demandé à Emmanuel Hirsch de la faire, cette histoire, et lui avaient confié leurs archives. Et leurs archives étaient en grande partie celles de Aide, puisqu'ils s'étaient formés au sein de Aide. Et en mettant en forme les archives de Arcade Sida, avec une étonnante rigueur, Emmanuel Hirsch a dit « il faut quand même que j'aille voir ces gens qui ont été au démarrage de ce mouvement ». Et finalement, il a fait l'histoire de Aide. Il a archivé les témoignages des premiers volontaires de Aide, c'est-à-dire la majorité de ces gens, peut-être 2 sont encore vivants, les autres sont morts. Et parmi eux, il y a un garçon qui n'avait jamais osé parler très publiquement, qui a juste signé RD, qui tenait à laisser une trace. C'était effectivement Richard Descoings. C'était donc le seul témoignage que l'on a de sa formation antérieure à son expérience à Sciences Po. Or, on sait qu'il a renouvelé la formation des élites en France, mais il a commencé à travailler au sein d'un mouvement social qui était un mouvement très différent de la plupart des mouvements sociaux qui sont en général des mouvements recrutés dans un milieu homogène, un peu intellectuel, urbain. Or là, l'association Aide, elle a été découpée par le virus du sida. C'est-à-dire, c'est le hasard du virus qui a découpé la majorité des gens qui se sont engagés. C'était donc un milieu social totalement hétérogène. Et j'avoue que l'archive que Michel Perrault évoquait, qui a été assemblée par Richard Descoings, c'était avec le cuisinier d'un café-théâtre qui avait une écriture formidable, une orthographe impeccable, et c'est à eux deux qu'ils ont mis en place, comme dans une sous-préfecture, l'archivage. Et il a commencé donc à voir que l'on pouvait recruter dans les milieux sociaux qui étaient défavorisés des gens parfaitement capables de figurer parmi nos élites. Et donc cette histoire du sida, c'est une histoire que j'ai intitulée politique, mais un peu par antiphrase, parce que ma vie, je ne la voyais pas politique, je pensais même que mon orientation sexuelle me discriminait par rapport à un destin politique. J'avais l'intérêt pour les choses politiques, mais je pensais que sexuellement, j'étais exclu du champ politique. Et c'est finalement l'engagement dans la lutte contre le sida qui m'a réinclus dans le champ politique le plus ordinaire, c'est-à-dire discuter avec les ministères, militer dans la rue, discuter avec les hôpitaux, discuter avec la santé publique. Mais au départ, je pense que ce genre de mouvement, et on ne fait pas si attention à ce genre de mouvement, ce sont des mouvements socio-éthiques. C'est-à-dire ce sont des mouvements qui contribuent à la modification des valeurs éthiques d'une société. Et je suis je ne veux pas prendre votre temps, et je dois en plus aller inaugurer
une soirée de mécénat pour aide qui commence tout à l'heure. Donc, parce que l'histoire continue, nous avons 30 ans, mais nous aurons encore, je crois, 30 ans d'implication. Eh bien, je voulais vous dire quelque chose de très précis que dans mon élan, j'ai oublié. Bon, ça prouve que le temps était compté. Oui, les mouvements socio-éthiques, parce que nous sommes dans une société pluraliste. Et nous avons du mal à comprendre ces sociétés pluralistes. À chaque fois qu'on affirme des valeurs un peu différentes, on parle de communautarisme et on ne sait pas entendre la confrontation des valeurs. Et finalement, il faut que ce soit des mouvements qui fassent émerger les enjeux éthiques qui n'ont pas trouvé une dissibilité. Et je partirai seulement de 2 points. En 1984, il n'y avait aucune politique à l'égard du sida et il y avait des préjugés sociaux considérables, des préjugés religieux. Imaginez que la publicité pour l'usage des préservatifs était illégale. 30 ans après, le mariage pour tous est légal. Eh bien, ça vous donne une idée de l'évolution du système de valeurs d'une société quand des gens prennent en main les choses. Et ce n'est pas le sida qui a changé la chose, ce sont les militants contre le sida. Merci.